Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères étudiantes, chers étudiants, j'espère que vous avez eu le temps d'assimiler les différentes notions que nous avons vues dans les deux séances précédentes. Et maintenant, nous allons commencer tout de suite par donner la définition d'une base dans un espace vectoriel. Alors, je considère E un cas espace vectoriel et x1, x2, xn des éléments de E. La partie B, formée par les n vecteurs de x1 jusqu'à xn, est dite une base de E si elle est à la fois une partie libre et une partie génératrice de E. Une partie libre, vous savez ce que ça veut dire. Une partie génératrice, ça signifie tout simplement que tout élément de E s'écrit comme combinaison linéaire des xi. Alors, nous allons donner des exemples. Alors, les exemples qui portent le même numéro, les exemples de 5. Je vais me contenter ici uniquement de deux exemples. Je vais considérer n un entier naturel non nul, et soit dans Kn c'est l'espace vectoriel K, K n fois. C'est un espace vectoriel très très important, comme vous allez le voir un peu plus tard. Les vecteurs, si vous voulez, les n vecteurs suivants. E1 égale à 1, 0, 0. E2, 0, 1 et des 0. Et EI en général, vous avez toutes les coordonnées qui sont nulles, sauf celle qui se trouve à la IN place, qui vaut 1. N égale 0, 0, 1. Alors, la partie B, formée par les vecteurs EI, est une base appelée la base canonique de Kn. Chaque fois que vous rencontrez le terme base canonique, sachez qu'il s'agit de cette base, même si on ne vous la donne pas explicitement. Elle est canonique parce qu'elle prend la même forme, quel que soit le corps K. Vous pouvez facilement le vérifier, puisque un vecteur x quelconque qui est un n uple, il s'écrit sous la forme la somme des lambda i e i variant de 1 jusqu'à n. Ça nous permet donc de dire que c'est une partie génératrice, et puis le fait qu'elle est libre, on l'a déjà démontré. Le deuxième exemple, c'est si je considère n un entier naturel quelconque, alors la partie B formée par un x jusqu'à xn est une base appelée encore la base canonique de Kn de x. Vous savez ce que c'est Kn de x, c'est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Pour cet exemple, nous avons fait tout ce qu'il faut précédemment. Nous avons montré que c'était une partie génératrice et que c'était une partie libre. Alors, il y a un théorème, c'est donc le premier théorème, qui nous permet de donner une définition équivalente de la notion de base. Alors, on peut facilement vérifier que le système formé par les vecteurs E1 jusqu'à En est une base de E si et seulement si tout élément x de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des EI. Alors, je vous laisse évidemment donc de manière unique comme combinaison linéaire des EI. C'est un théorème assez facile à démontrer. Je vous laisse le soin de le faire chez vous. Alors, étant donné ce résultat qui nous permet de détecter quand est-ce qu'une partie est une base, nous pouvons dire que lorsque nous sommes dans un espace vectoriel qui a B égale à E1, En comme base, alors nous avons donc d'après ce résultat, pour tout x dans E, il existe des scalaires lambda 1, lambda n appartenant à K, mais ils sont uniques
tel que x, c'est la somme des lambda i ei. Alors, les scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n portent un nom particulier, on les appelle les composantes ou les coordonnées de x dans la base B, de telle sorte que deux vecteurs sont égaux si et selon si ils ont les mêmes coordonnées. Alors la notion de base, elle est essentielle pour parler de la notion de dimension d'un espace vectoriel. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel de dimension finie? Ça va être donc la définition de 6. Alors on dit qu'un K espace vectoriel E est de dimension finie s'il admet une partie génératrice finie, c'est-à-dire s'il existe une partie finie G de E qui engendre E. Donc il existe x1, x2, xn appartenant à E, tel que quel que soit x dans E, x s'écrit comme combinaison linéaire des xi. Le théorème suivant, c'est un théorème capital qui va jouer un rôle fondamental dans la définition de la dimension proprement dite. Sa démonstration elle est un peu longue, malheureusement je n'ai pas le temps de la détailler ici, mais je vais quand même vous donner le théorème, ça va être le théorème de 2. Je vais considérer E un cas espace vectoriel, B égale à E1, En, une base de E, et je considère grand A égale à V1 jusqu'à Vm, n'est-ce pas, une partie de E où les VI sont distincts 2 à 2. Alors, le théorème nous dit la chose suivante. Si, évidemment, B est de cardinal n et A est de cardinal m, si m est strictement supérieur à n, alors la partie A est liée. En d'autres termes, toute partie contenant plus que le nombre d'éléments qu'il y a dans une base d'un espace vectoriel donné est liée. La partie A est liée. Alors, la démonstration, évidemment, on ne va pas la faire ici, mais elle se fait moyennant un raisonnement par l'absurde. Vous supposez que votre partie A est libre, et moyennant un petit raisonnement par récurrence, vous montrez successivement que vous pouvez remplacer les EI par les VI, de telle sorte que vous arrivez à la fin à montrer que la partie V1 jusqu'à Vn engendre E. Mais comme m est strictement supérieur à n, le vecteur Vm, lui, il va s'écrire comme combinaison linéaire de V1 et de Vn. C'est en contradiction avec le fait que vous avez supposé au départ que A est libre, et ça permet donc de démontrer ce résultat fondamental. Le lemme suivant, c'est le premier lemme de ce chapitre. Si je considère E, c'est un lemme important qui nous permet de faire la connexion entre la notion d'espace vectoriel de dimension finie et de l'existence d'une base. Je considère un espace vectoriel différent du singleton 0, contient au moins un élément non nul. Et j'ai une partie génératrice finie de E. Génératrice finie de E. Ben ça signifie que votre espace, il est de dimension finie. Alors, il existe une base B de E, telle que B est contenu dans G. En d'autres termes, toute partie génératrice finie contient une base. Donc, tout espace vectoriel de dimension finie, non nul, faites attention, différent du singleton 0, admet une base. Un dernier résultat avant de définir proprement dite la dimension de l'espace E,
c'est donc le théorème de 3. Si je considère E un cas espace vectoriel qui admet une base, donc il est de dimension finie et il a une partie génératrice finie qui contient une base. Il y a une base qui admet une base contenant n éléments. Elle est formée de n éléments, exactement. Alors, toute autre base contient, bien sûr, toute autre base de E contient exactement n éléments. Alors, pour faire la démonstration de, de ce résultat, c'est très facile. Si je considère B égale à E1 jusqu'à En et C égale à F1 jusqu'à Fm, deux bases de E, alors, d'après le fameux théorème que nous avons donné ici, B, plutôt, c'est une partie libre, implique que M strictement supérieur à N, impossible, d'après le fameux théorème qui est là, puisque B est une base et C c'est une partie qui contient M éléments. Donc, comme elle est déjà libre, cette éventualité est à écarter, ce qui implique que M est inférieur ou égal à N. Comme B et C du jeu des rôles symétriques, évidemment B libre va impliquer que N supérieur à M impossible, ce qui va impliquer que N inférieur ou égal à M. Alors, le résultat, c'est que M est égal à N. Et donc nous venons de démontrer de façon très simple, mais bien sûr, grâce à ce fameux théorème, que deux bases quelconques d'un espace vectoriel E contiennent exactement le même nombre d'éléments. Alors, cela nous amène à donc définir de façon précise, ça va être la définition, définition de 7. On peut définir de façon précise ce que c'est la dimension d'un espace vectoriel. Donc, je considère E un cas espace vectoriel ayant une base B de cardinal n, si vous voulez. Il contient exactement n éléments. Alors, l'entier n s'appelle la dimension de E sur K. Donc, vous voyez ici que le nombre d'éléments qu'il y a dans une base, c'est un invariant qui dépend en fait de l'espace vectoriel E, et non pas des bases. Les bases, elles sont toutes forcées d'avoir le même nombre d'éléments. Ça s'appelle la dimension de E sur K, et on note dimension de E sur K égale à N, ou dimension de E égale à N. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise les deux notations? C'est tout simplement parce que des fois, vous pouvez avoir sur un même espace vectoriel E deux structures d'espaces vectoriels différentes sur deux corps différents. Et donc la dimension va dépendre de l'espace en question. Alors, les exemples que nous allons donner vont porter le numéro 6. Donc, exemple de 6. Je vais essayer de donner un certain nombre d'exemples pour illustrer cette notion de dimension. Alors, toujours le fameux espace vectoriel Kn revient, comme vous le savez. Là, la dimension de l'espace vectoriel Kn sur K est exactement n, car la partie B que nous avons donnée tout à l'heure comme exemple, formée par les éléments de
si vous voulez, la base canonique de Kn est une base de Kn. Le deuxième exemple, la dimension de K sur K est égale à 1. Vous savez que K peut être considéré comme espace vectoriel sur lui-même. Pourquoi? Parce que la partie 1K est une base de K sur lui-même. En fait, vous pouvez démontrer que toute partie formée par un seul vecteur non nul est une base. Nous avons comme exemple aussi le troisième exemple, c'est la dimension de C, corps des nombres complexes. Il a une structure de l'espace vectoriel sur R. Est égal à 2 parce que, tout simplement, 1i est une base de C en tant que R espace vectoriel. Et là, vous découvrez en fait que quand vous prenez un nombre complexe Z, il s'écrit A plus IB avec A la partie réelle, B la partie imaginaire. La partie réelle et la partie imaginaire ne sont rien d'autre que les coordonnées du nombre complexe Z dans la base 1i. Mais c'est considéré comme espace vectoriel sur lui-même, vous savez déjà que sa dimension est égale à 1. Donc c'est l'exemple parfait où il faut faire la différence entre les dimensions selon le corps de base. Comme quatrième exemple, je vais considérer n appartenant à n, tout simplement. Et la dimension de Kn de x, l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n, est égal à n plus 1. Une base possible, c'est la base canonique. 1 jusqu'à xn en est une base. Nous avons aussi, ça c'est important, on convient que la dimension de l'espace nul, c'est 0. Si 0, c'est le 0 des entiers naturels. La seule partie génératrice de 0, c'est elle-même, et ne peut pas contenir de parties libres. C'est pour ça qu'on ne peut pas fabriquer une base à ce niveau-là. Ensuite, nous avons donc le théorème de 4. Voilà. Qui est lié à la notion de base. Je vais considérer E un espace vectoriel de dimension finie n. Bon, pour que ça soit intéressant, il faut que n soit supérieur ou égal à 1. Et alors, si x1 jusqu'à xr est une partie libre de E, il existe, on peut démontrer qu'il existe des vecteurs xr plus 1 jusqu'à xn appartenant à E, tels que la partie x1, xr, auquel j'ajoute xr plus 1 jusqu'à xn, soit une base de E. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons pris une partie libre que nous avons complétée en une base de E. C'est pour ça que ce résultat, il s'appelle le théorème de la base incomplète. Théorème de la base incomplète. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour... sinon, la démonstration, elle est facile. Si R est égal à n, on peut facilement démontrer que x1 jusqu'à xn est une base. Une partie libre contenant n éléments est une base. Si R est strictement inférieur à n, x1 jusqu'à xr elle est libre, elle ne peut pas être une partie génératrice parce que sinon la dimension de E serait égale à R. Donc, puisqu'elle n'est pas génératrice, il va exister un xr plus 1 qui ne s'écrit pas comme combinaison linéaire des xi de 1 jusqu'à R. Et ça va impliquer que x1, xr jusqu'à xr plus 1 est une partie libre.
Si R plus 1 est égal à N, c'est terminé. Sinon, on va recommencer le processus jusqu'à ce qu'on arrive à compléter notre partie en une base de... Et je vais donner... je vais me contenter d'un petit exemple. Je vais considérer dans R3 la partie A formée par, je vais l'écrire ici, la partie A formée par les vecteurs 1, 1, 0, 1, moins 1, 0. Chez vous, essayez de montrer que cette partie A est libre. C'est très facile. Donc, d'après ce théorème, je peux la compléter en une base de R3. Les éléments avec lesquels je peux travailler sont les éléments de la base canonique. Donc, parce qu'ils sont faciles à manier. Il n'y a pas de, disons, de règle précise qui me permet du premier coup de trouver le vecteur que je vais ajouter ici pour que ça forme une base. Alors, je vais faire des essais, je vais prendre le premier élément de la base canonique, mais là je constate que pour le premier élément de la base canonique, il se trouve qu'il y a une relation de dépendance entre ce vecteur et les vecteurs de la partie A, puisque je peux facilement montrer ceci. Donc le premier vecteur de la base canonique ne marche pas. Voyons le deuxième. Eh bien, le deuxième non plus, mais évidemment, l'exemple a été fabriqué de telle sorte que ça ne marche pas. Là aussi, ce n'est pas le bon vecteur qu'il faut choisir. Donc, sans faire de calcul, forcément, quand je vais ajouter le troisième vecteur à ces deux-là, je suis sûr que cette partie est une base de R3. Alors pourquoi? Parce que sinon, 0, 0, 1 appartiendrait au sous-espace vectoriel engendré par A, et dans ce cas-là, toute la base canonique serait contenue dans A bar. Ce qui voudrait dire que A bar, c'est l'espace R3, mais A bar il est de dimension 2 et R3 est de dimension 3, ce qui ne marche pas. Une dernière notion avant de passer aux applications linéaires, c'est la notion de somme directe. Et vous allez voir un peu plus tard, j'espère que j'aurai le temps, peut-être d'énoncer le théorème qui va nous permettre de voir l'utilité du théorème de la base incomplète dans cette nouvelle notion. Je vais considérer E un cas espace vectoriel. F et G, deux sous-espaces vectoriels de E. La somme de F et G est définie par F plus G. Ça, c'est une notation. Je ne suis pas en train de faire la somme entre deux sous-espaces, mais c'est juste une notation qui dit que c'est l'ensemble des x plus y, tel que x appartient à f et y appartient à g. Alors, on vérifie que f plus g est faites-le à titre d'exercice, c'est un sous-espace vectoriel de E. C'est en fait le plus petit sous-espace vectoriel qui contient F union G, ou si vous voulez, le sous-espace vectoriel de E engendré par F union G. Là, je me dois de faire la remarque suivante. En fait, la définition de la somme de deux sous-espaces vectoriels a été imposée par le fait que lorsqu'on prend la réunion d'une famille quelconque de sous-espaces vectoriels, c'est un sous-espace vectoriel. Mais lorsqu'on passe à la réunion, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que si F et G, ce sont deux sous-espaces vectoriels de E, ils sont en particulier deux sous-groupes de E+. Et j'espère que vous avez vu déjà dans le module d'algèbre 2, dans le premier semestre, que lorsque vous avez deux sous-groupes d'un groupe, la réunion est un sous-groupe, si et seulement si l'un est inclus dans l'autre ou inversement. Et c'est exactement la même chose ici. F union G est un sous-espace vectoriel, si et seulement si F est inclus dans G ou G est inclus dans F.
Mais dans le cas général, lorsque ce n'est pas le cas, F union G n'est pas un sous-espace vectoriel, mais le sous-espace engendré par F union G, c'est lui qui devient un sous-espace vectoriel, et on le note par F plus G. Maintenant, nous allons définir ce qu'est la somme directe et donner quelques résultats liés à cette notion. Alors, ça va être la définition définition 2.8. Je considère E un cas espace vectoriel. F et G, deux sous-espaces vectoriels de E. Alors, on dit que E est la somme directe de F et G, et on note E égale à F plus G si tout élément X de E s'écrit de façon unique, sous la forme X égale à U plus V avec U dans E et V, U dans F et V dans G. Alors, dans ce cas-là, G est dit, lorsque c'est le cas, G est dit un supplémentaire de F dans E. J'ai dit 1 et non pas le, parce que le supplémentaire, lorsqu'il existe, n'est pas forcément unique. Alors, nous allons donner, je pense que ça va être le théorème de 5, donc dans ce cas-là. Je vais essayer de faire vite pour vous donner les principaux résultats concernant la notion de somme directe. Alors, on peut facilement démontrer que E est la somme directe F plus G, comme ceci, avec le plus à l'intérieur d'un cercle. Et si et seulement si E, c'est la somme F plus G et F inter G égale 0 de E. Je vous laisse le soin de démontrer ce résultat. Il n'est pas vraiment difficile à établir. Nous avons aussi, donc ça c'est un moyen pratique de démontrer que E est la somme directe. Vous montrez que E c'est la somme, et puis que l'intersection entre F et G est égale à 0. Un autre résultat dans le même sens. Alors, je prends E, un cas espace vectoriel de dimension finie n, supérieur ou égal à 1, F, un sous-espace vectoriel de E, quelconque. Alors, il existe G, un sous-espace vectoriel de E, tel que E, c'est la somme directe de F et de G. En d'autres termes, tout sous-espace vectoriel admet un supplémentaire. La démonstration de ce résultat est très très facile, mais là je vous conseille de montrer d'abord que si F est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie, lui aussi il est de dimension finie R et sa dimension est plus petite que n. Vous allez écarter les cas triviaux où F est égal à 0 ou bien F égale à E. Dans chacun des cas, dans le premier, vous prenez G égale à E, et lorsque F est égal à E, le supplémentaire c'est 0. Et vous considérez le cas général où E, F est de dimension petite r, r différent de 0, strictement plus petit que n. Il va admettre une base formée de R vecteurs. Ces R vecteurs forment une partie libre de E. Le théorème de la base incomplète nous dit que nous pouvons compléter cette partie en une base de E. Eh bien, le sous-espace, enfin, un sous-espace possible qui va être un supplémentaire de F dans E, c'est celui qui va être
engendrés par les vecteurs donnés par le théorème de la base incomplète. Le dernier théorème avec lequel je vais malheureusement, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, clore cette séance, c'est lorsque E est un K espace vectoriel de dimension finie toujours. Alors, si E est la somme directe de deux sous-espaces vectoriels, alors on peut facilement démontrer que la dimension de E, c'est la dimension de F plus la dimension de G. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement démontrer que la réunion d'une base de F et d'une base de G est une base de E. Tandis que dans le cas général, la dimension de la somme, comme vous le savez, c'est la somme des dimensions moins la dimension de l'intersection. Et dans le cas de la somme directe, l'intersection étant réduite à 0, et nous avons déjà vu quelque part que la dimension de 0, c'est 0, ça confirme évidemment ce résultat. Nous sommes arrivés donc au terme de cette séance. Je vous remercie énormément de votre attention et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما قدرتش نوصل لداك الشيء اللي بغيت. عييت ما نجري ما وصلتش لداك الشيء اللي ساليت